Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la boîte à questions Salesforce, le podcast où on décortique le marché, on apprend, on débat, on répond à toutes vos questions. Que vous soyez consultant, utilisateur ou simplement curieux, rien n'est hors sujet et tout est permis. Let's go! Bonjour Sarah. Bonjour. Bienvenue dans la boîte à questions. Donc l'idée aujourd'hui c'est tout simplement d'échanger sur ton parcours qui est super inspirant, de ton rôle de femme, de consultante Salesforce. Donc donc l'idée c'est tout simplement que tu te présentes, que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais dans ton day-to-day. Ça marche. Merci pour l'invitation, mesdames. Alors, je suis Sarah Chaker, je suis tunisienne, mariée et maman de 2 enfants. Et j'en parle dès maintenant parce que vous allez voir, ça va avoir un grand impact sur ma carrière, exactement. J'ai entamé mon expérience Salesforce en 2010 en Tunisie. Donc, pour faire court, je travaillais à l'époque en tant que sales manager dans une société qui faisait de la représentation d'outils dans l'industrie. Donc, on était représentant d'une multinationale allemande. Et à l'époque, cette boîte a décidé que nous allions être les cobayes et qu'ils allaient tester sur nous Salesforce. Hey. Donc, exactement. C'est génial. Ouais. Donc, pendant 3 ans, on a utilisé Salesforce et ça a tellement bien marché qu'ils m'ont proposé de les rejoindre en Suisse. Donc, j'ai hésité, mais je me suis dit, allez, go pour la nouvelle opportunité. Et là, je prends mon billet et j'y vais. Et je démarre donc sur la zone des 3 frontières. Donc, j'étais en Suisse un moment, en Allemagne un autre moment et en France un autre moment, pour entamer 3 ans d'implémentation Salesforce. Donc, à l'époque, c'était du classique. Et on a travaillé sur une dizaine de pays, de l'Europe, d'Amérique du Sud et d'Asie. Donc, on a commencé l'implémentation et ça s'est super bien passé. Un jour, j'ai mon premier enfant, Ouais. d'où les changements. Et là, on est en 2015 et je me dis, finalement, la zone est magnifique, beaucoup de verdure, c'est très agréable. Mais on aimerait bien revenir un peu vers la grande ville. On est citadins à l'origine, donc on se retrouve à Paris. Et là, pendant 3 ans, pareil, je me retrouve dans une boîte qui fait de la gestion de points relais, donc vous devez certainement connaître. Et là, c'est du service cloud. Donc, on passe côté Lightning et c'est une boîte qui est très orientée IT. D'accord. Donc, je me retrouve à travailler vraiment sur des parties hyper techniques, donc une vraie montée de compétences. Et boum, deuxième enfant. Et boum, nouveau challenge. Exactement. Et en fait, là, les challenges, ils ont vraiment augmenté parce que là, j'ai ressenti un peu plus de mal à trouver mes repères ou à vraiment me retrouver. Donc, que ce soit émotionnellement, physiquement, j'étais vraiment plus très bien. Et en fait, d'un commun accord avec la boîte, j'ai quitté cette boîte-là. Ils ont été vraiment super supportifs, vraiment très présents pour moi. Et du coup, j'ai pris un peu de temps et un peu de recul pour me recentrer et puis vraiment réfléchir à ce que je voulais faire à ce moment-là. L'après-bouleversement pour toutes les femmes. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, un monsieur que vous connaissez très très bien, donc un recruteur m'appelle. Et en fait, ce gars-là, j'étais vraiment malade, j'étais pas bien. Il me dit, Sarah, j'ai le truc pour toi, j'ai l'opportunité. T'en es où dans ta vie? Et moi, j'étais vraiment pas très bien. Et donc, je lui dis, je t'écoute. Et là, il me dit, demain matin, tu as un entretien et ce poste est fait pour toi. Bon, moi, on me challenge comme ça, je dis bien. d'accord, exactement. Et donc, je prends mes affaires et j'y vais. Je passe mon entretien. Et en sortant, je rentre à la maison et je dis, en fait, c'est exactement ce que je veux. Et heureusement, j'ai été prise. Et pour info, pour l'anecdote, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une boîte dans l'industrie qui est représentante d'une grosse société qui fait dans les tracteurs jaunes moutarde, si vous voyez de qui je parle. Et en fait, ce jour-là, j'avais mon cache-colle qui était jaune moutarde et j'avais mon porte-document qui était jaune moutarde. Et là, exactement. Et là, lors de l'interview, donc ma manager, qui deviendra ma manager plus tard, elle me dit merci Sarah pour le clin d'œil. Moi, j'étais là, c'était fait exprès. Pas du tout. Et en fait, c'est là où commence vraiment ma vie en tant que freelance, parce que du coup, je me lance consultante à part entière. Exactement, et je me lance dans mon premier projet Field Service.
Ok. Donc là, c'est le gros boom. C'est ça. Exactement. Et du coup, quand tu as commencé, parce que tu étais sur du service cloud, effectivement, et après tu es allé vers du field service, c'était quoi le plus gros challenge à ton sens quand tu es passé sur du field service? Alors clairement, de l'adaptation. Ouais. Parce que là, on est alors sur un cloud qui est effectivement dans l'écosystème service cloud, mais qui est un cloud à part entière, qui était nouveau à l'époque. Donc là, on est en 2019. En France, il n'était pas très utilisé. Le client était un client bêta, donc vraiment un client qui était au-devant des demandes, au-devant des retours. Sur du test, on était vraiment en train de faire le trial error. Exactement. Et du coup, il a fallu s'adapter à un écosystème nouveau, à un data model nouveau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être je peux introduire également Field Service. Ouais. Exactement. Donc, en fait, c'est un cloud qui va permettre la gestion des interventions des opérateurs itinérants. Donc, c'est un cloud qui a un data model mais complètement spécifique, avec des objets complètement spécifiques. Donc, on va parler de work order, donc c'est l'ordre de travail. On va parler de service appointment, qui sont les rendez-vous de service. Donc, ce sont les rendez-vous des techniciens. Ouais, sur terrain, généralement. Exactement. Et là, on va également parler des service resources, qui sont ces techniciens, ces opérateurs, ces inspecteurs qui vont faire la tournée pour réparer, pour inspecter. Et là, on va avoir beaucoup de choses qui vont définir ces inspecteurs ou ces techniciens. On va les définir par leur absence. S'ils sont absents, il faut que ce soit mis dans le système, par leur compétences principalement, s'ils ont des compétences spécifiques, si cette personne-là a le droit d'aller travailler dans le secteur du nucléaire. Du coup, quand on va planifier un rendez-vous, on n'enverra pas une autre personne qui n'a pas ces exigences. On va parler également de territoire de service, donc qui sont les zones dans lesquelles pourra aller travailler cette personne-là. Donc voilà, donc c'est vraiment un nouveau challenge, une nouvelle façon de penser l'écosystème Salesforce. Et du coup, voilà, c'était vraiment l'adaptation et puis la montée en connaissance du système. Et qu'est-ce qui te plaît du coup dans ce secteur? Parce que c'est généralement très, très, très masculin. Et surtout, qu'est-ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui fait ta force, toi, en tant que Sarah Shaker? Alors, ce que j'aime, en fait, c'est surtout, je pense que c'est surtout l'industrie qui m'aime. Parce que moi, en fait, c'est vrai, finalement, j'ai commencé en Tunisie dans le domaine de l'industrie. Et puis, finalement, que ce soit du service ou de l'industrie, j'ai toujours continué là-dedans. Et ce qui fait ma force, c'est que... Et je pense que c'est vraiment une force de consultant plus que de Sarah Shaker. C'est vraiment d'écouter, de comprendre un métier. Parce que ce sont des métiers très spécifiques. C'est, comme tu dis, un métier principalement masculin. Et donc, en fait, il faut savoir comment parler à ces personnes-là. Il faut s'adapter. Il faut les écouter et il faut bien leur parler. Moi, j'ai une anecdote par rapport au côté très masculin de Field Service. En fait, il faut savoir que Field Service, c'est 3 personas. On va avoir ce qu'on appelle un dispatcher, un ordonnanceur qui, lui, va planifier et optimiser les tournées clients grâce à l'intelligence du système Field Service. On va également avoir le technicien lui-même, donc l'opérant itinérant. Et cette personne-là, en fait, elle va avoir l'application mobile. Et du coup, grâce à cette application, il va savoir où est-ce qu'il va, quel est le client et toute la force de Salesforce, du CRM, avec toutes les informations liées au compte, contact, à l'ordre de travail, etc. Et un jour, pour l'anecdote, j'étais en train de former les techniciens et Salesforce a trouvé que le rose était la couleur à mettre en place dans l'application. Donc, en fait, l'application Field Service est rose. Et là, j'ai un gars qui vient qui me dit « Mais non, en fait, moi, ça, je n'utiliserai pas. » Pourquoi? Juste à cause de la couleur? Oui, tout à fait. Donc, c'est d'où le côté... Non, mais c'est tellement réducteur. Mais en fait, non, il ne voulait pas utiliser parce que c'était rose et que ça ne le représentait pas. Et en fait, il a fallu être force de persuasion et vraiment expliquer qu'au-delà du rose, ça allait lui apporter exactement toute la partie simplification du travail avec les équipes. Donc voilà, ça c'est vraiment une des anecdotes qui m'a le plus marquée. Et juste pour finir, du coup, le 3e persona qui est lié à Field Service, c'est le client. Le client ici, il a une amélioration de sa relation avec l'entreprise puisqu'il peut suivre l'avancement du technicien, il peut être notifié.
lors du passage, il peut signer les rapports. Donc, il y a vraiment une amélioration de cette relation avec le client qui est un point très important et très fort côté field service. Non, en tout cas, c'est important de le notifier. Et parce que tu as fait un petit peu des projets aussi sur Service Cloud, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu préfères du côté de FSL et, enfin, entre guillemets, les plus et les moins, tu vois? Alors, côté FSL, c'est un marché de niche. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont vraiment très spécialisées dedans, ce qui fait qu'on a quand même ce côté proud d'être là et de pouvoir vraiment être garant de la qualité du produit à venir. Donc, je pense que de ce côté-là, j'aime le côté challenge qu'apporte Field Service. Maintenant, Service Cloud est aussi un de mes clouds préférés et c'est vraiment très sympa parce qu'il y a la notion d'omnichannel dans laquelle on va passer de téléphone à chatbot avec digital engagement sur WhatsApp. Donc vraiment, c'est très riche également. Mais en fait, comme je t'ai dit, ce Field Service est dans l'écosystème Service Cloud. Ouais. Donc en fait, c'est juste une continuité au final. Donc oui, tout à fait. Totalement d'accord avec toi. Et comment on appelle ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Désolée, c'est moi qui bug. Qu'est-ce que tu dirais en termes d'erreurs fréquentes sur les projets Field Service? Alors, l'erreur la plus fréquente, je pense, c'est de ne pas comprendre le métier. En fait, Field Service est assez rigide. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut sur Field Service. Et donc, il faut vraiment bien comprendre le métier, bien comprendre ses besoins, avoir une forte analyse et présenter la meilleure structure possible en n'allant pas beaucoup vers le développement. Okay. Parce que plus c'est compliqué, plus il y aura de maintenance par la suite. Donc, il faut vraiment éviter et revenir sur le cœur et le corps de la partie Field Service. Ok. Et comment tu vois l'évolution de FSL, par exemple, d'ici 5-10 ans? Comment tu penses que ça va évoluer et dans quel sens, par exemple? D'accord. Alors, clairement, vers l'IA. Oh non, pas encore l'IA. C'est un nouveau mot. Donc, clairement, Agent Force for Service, donc for Field Service, c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Okay. Alors, bien sûr, c'est les prémices. Donc, il faut toujours faire les tests avant de mettre en production, etc. Mais disons qu'il y a toute une partie prédictive qu'on peut désormais mettre en place. Je peux donner, par exemple, un exemple ici. C'est... j'ai un outil, j'ai mon matériel, en fait, mon matériel chez le client est là-bas et il y a besoin d'une maintenance tous les 2 ans. Oui. Et en fait, avec la prédiction, le système va pouvoir mettre en place un rendez-vous chez le client sans même qu'un ordonnanceur l'ait fait, sans même que le service resource, donc le technicien, y ait pensé. Mais en fait, le rendez-vous est déjà placé pour éviter qu'il y ait un souci sur la machine. Donc, en fait, on arrive vraiment à anticiper. Être dans l'anticipation. C'est bien ça, effectivement. Oui. Ça peut être vraiment intéressant. Et ça, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres côté... J'imagine. Moi, j'aime toujours poser cette question-là parce que je pense que c'est important de remettre, entre guillemets, un peu de comptabilité sur Salesforce. Généralement, il y a beaucoup de consultants qui disent que parfois, Salesforce pousse pour beaucoup de produits très spécifiques. Est-ce que toi, tu penses que... c'est vraiment nécessaire d'utiliser FSL ou est-ce qu'on peut s'en sortir à 100% sur Service Cloud malgré le fait qu'on ait un client dans le secteur de l'industrie? Alors, clairement, si on a des techniciens, des personnes qui sont itinérantes et qui vont pour de la réparation, pour de l'inspection, j'ai envie de te dire que Field Service, c'est vraiment la clé de succès. Okay. Donc, clairement, ça nous permet de voir dans un planning, d'avoir un vrai suivi du technicien, de mettre les bonnes personnes, donc les bons techniciens avec les bonnes compétences, les bons outils, parce que ça leur permet également de ne pas oublier leur matériel, d'avoir les bons outils au bon moment. Du coup, savoir à quel moment, je ne sais pas si par exemple mon client ne veut qu'on intervienne qu'entre 8h et 10h, ben le système va pouvoir planifier une personne qu'entre 8h et 10h. Et le bon endroit, puisque du coup, on va bien dispatcher avec Salesforce, puisqu'on a ce qu'on appelle les territoires de service. Et du coup, on ne va pas faire à un technicien 100 km aller, 100 km retour et qu'il ne visite pas le maximum de clients sur sa route. Donc, il y a vraiment une optimisation
qui se fait grâce à Field Service. Okay. Donc, c'est vraiment nécessaire, c'est réellement un plus, c'est pas juste encore un autre produit Salesforce, quoi. Non, c'est vraiment nécessaire. Ouais. Non, c'est important de le dire parce que c'est vrai que, il y a toujours plein de produits, les clients hésitent énormément. Puis il y a la concurrence aussi. Exactement, il y a beaucoup de concurrence, donc c'est vrai, je pense qu'aujourd'hui, un client en France, il a du mal, entre guillemets, à faire les bons choix, mais bon, FSL, c'est un réel investissement, donc c'est cool. Je te laisse la parole, Florence. Ouais, t'inquiète pas, je me dis, c'est quoi les critères de succès, justement, d'une bonne implémentation FSL, au final, pour un client ? Alors, j'ai envie de dire que c'est même un critère de succès pour toute implémentation. Exact. Je pense que je comprends bien le besoin métier et je modélise bien le système. Par la suite. Donc, exactement. Donc déjà, quand on a ces deux parties-là, on a une grosse partie qui est faite. Et par la suite, quelque chose qui est très important pour moi, c'est la partie adoption. Parce qu'en fait, un projet doit être compris par les équipes qui vont l'utiliser. Pour que ce soit efficace par la suite. Exactement, et que ce soit accepté. Parce qu'en fait, on va leur changer leurs habitudes. Ils ont l'habitude d'un fichier Excel ou d'autres outils. Donc, il y a potentiellement de la migration également à faire. Et du coup, là, on va leur proposer quelque chose de nouveau, de différent. Et il faut leur donner ce temps. Et il faut leur expliquer. Donc, en général, ce qu'on fait dans ce type de projet, on va inclure quelqu'un du métier en amont. Donc, il va pouvoir être présent lors de certains ateliers. Il va être présent lors des tests. C'est une phase très importante dans un projet. Il va pouvoir tester et voir en avant-première. En fait, il va être un peu un key user, un ambassadeur, et il va pouvoir propager la bonne parole par la suite dans ses équipes. Donc, je pense que cette partie-là, elle n'est pas anodine, elle est vraiment cruciale pour la réussite de projet, et puis en l'occurrence des projets Field Service. Ok. Et du coup, est-ce que tu as eu un exemple, par exemple, de métier où c'était difficile de les convaincre de la bonne utilité de FSL, pourquoi c'était intéressant pour eux et pourquoi ça pouvait être beaucoup plus efficace par la suite, peut-être parce qu'ils étaient intransigeants sur, comme tu disais, ils utilisaient déjà un autre outil, mais comment tu as réussi à les convaincre en quelque sorte que c'était une très bonne idée et comment, de quelle manière ? Alors, il y a quelque chose qui se passe chez les techniciens avec lesquels on travaille. Et c'est clairement pas mon travail uniquement à moi, mais également le travail de toute l'équipe de persuasion et d'explication, parce qu'en général, ils pensent qu'ils sont fliqués. Et oui, puisqu'en fait, ce qui se passe, ils ont leur application et du coup, on sait où est-ce qu'ils sont. Exactement. Donc, on a vraiment ce poids-là qui est vraiment le point no-go de certaines personnes. Et en fait, il faut leur expliquer avec bonne intelligence, vraiment avec des arguments très factuels, en disant, voilà, en fait, vous pouvez considérer que vous êtes fliqué parce qu'effectivement, on sait où vous êtes à quel moment. Oui, d'accord. Mais à côté de ça, le système va vous apporter une plus-value côté satisfaction client, une plus-value côté connaissance de ce qui vous attend chez le client et une plus-value sur l'organisation en fait de votre journée. Oui, la connaissance, l'organisation, avoir les informations en temps réel. Et puis, oui, dans tous les cas, ils sont gagnants. Alors après, oui, c'est clair que surtout dans ce type de métier-là, on n'aime pas se sentir traqué. Donc forcément, ça peut poser un problème. Mais si ça fait gagner du temps à tout le monde au final et que c'est bénéfique pour eux, et ils vont gagner en efficacité. Donc leur travail, il va être fait beaucoup plus rapidement. Donc dans les faits, c'est un plus-plus, quoi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Non, franchement, dans tous les cas, moi j'achète. Moi j'achète, du coup. J'achète. Non, mais oui, donc je ne sais plus. Là, du coup, ça peut être pas mal aussi de savoir un peu les erreurs fréquentes qu'on retrouve sur FSL, peut-être. Que tu l'expliques à des personnes aussi qui veulent justement apprendre à travailler effectivement sur FSL aussi. Quelles sont un peu les erreurs fréquentes à éviter lorsqu'on débute, par exemple, sur FSL ? Alors, je pense que ça va être à peu près la même chose quand on débute, quel que soit finalement le cloud, mais en particulier sur FSL, il faut absolument être à l'écoute. Il faut vraiment bien comprendre le besoin. Toujours. Exactement. Et il faut regarder ce qui se passe autour de soi. Il faut se documenter, il faut comprendre quel est le modèle de données. Il faut vraiment être à jour parce que vraiment la technologie est très vivante, surtout ces dernières années. Donc, il faut suivre. Et je pense que l'écoute, c'est un point très important pour un jeune consultant qui souhaite éviter les erreurs. Et puis après, les montées de compétences, la certification peut être également un grand point positif parce que ça prouve que cette personne-là a à minima une bonne connaissance de l'architecture et du fonctionnement de Field Service. Ok.
C'est un point important parce que dans la majorité, enfin, les personnes qu'on a reçues précédemment et celles qu'on va recevoir, la majorité nous disent toujours, oui, enfin, le plus important, c'est avoir le sens de l'écoute. Donc, la force d'un consultant est et restera, peu importe la technologie, peu importe le cloud, ça sera toujours l'écoute. Donc, l'humain reste au centre de tout et même pour nous, au final, en tant que recruteuse, l'humain reste au centre de tout. Il faut vraiment écouter pour comprendre ce que le consultant veut achever, quoi. Parce que l'objectif, c'est aussi de vous assister dans ça. Donc, bonne transition. Bonne transition pour parler un petit peu de toi. Donc, tu nous as expliqué que, voilà, en 2015, tu as eu ton premier enfant. Ensuite, le deuxième a totalement bouleversé ta vie. Et ensuite, tu es passée en freelance. Et là, nous, Florence et moi, on t'a beaucoup suivi, notamment parce que tu prends pas mal de place maintenant dans l'univers Salesforce, dans la communauté Salesforce. Tu as créé également ta société. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, du coup ? Oui, alors tout à fait, puisque ça émane également d'un lien fort avec Field Service. Oui. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'était il y a bientôt 3 ans maintenant, avec 3 associés, dont mon mari. Son mari est également sur Salesforce, du coup. Exactement, qui est dans l'écosystème Salesforce et DocuSign. Exactement. Exact. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais en tant que project manager Field Service chez ce client et je vois clairement qu'il y a du besoin. Et il y a du besoin côté test. Et là, je parle à mes futurs associés, donc à mes associés actuels, et je leur dis, écoutez, moi je vois bien le besoin, et qu'en pensez-vous ? On mettrait en place une nouvelle équipe, etc. J'en parle au client, et le client, ça faisait déjà 1 an que j'étais avec lui, j'avais apporté le QA lead dans l'équipe, donc ça se passait très bien, il y avait une vraie confiance qui s'était installée, et il m'a dit, go, on te soutient. On a monté la boîte. Donc, elle s'appelle MS2 Technologies, qui est localisée et en France et en Tunisie. Et donc, notre équipe... Fière de ses racines. Exactement. C'est vraiment ça, en fait. Et d'où donc, l'équipe qui se développe en Tunisie. Donc là, aujourd'hui, on a une équipe de consultants donc certifiés Salesforce, principalement. Et donc, on a 3 BU. On a une BU... test. Donc celle-ci, c'est celle par laquelle on a commencé, où on s'est développé. Donc voilà, le client travaille pendant des années, on travaille encore avec lui donc sur la partie test, field service. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on est très fiers, puisque ça, c'est la base de notre travail. C'est l'ADN réellement. Exactement. C'est vraiment la verticale. C'est l'industrie et c'est field service. Donc là, on a les équipes certifiées qui testent pour le client. Et bien sûr, comme toute société, on a besoin de croître et d'être garant de dans la un marché survie. compliqué. Exactement. Et en fait, là, on a une autre BU donc, qui est dans l'intégration. Et donc là, on a d'autres clients, principalement dans l'industrie aussi, qui ont field service, entre autres. Et du coup, pour eux, soit c'était des projets from scratch. Donc là, on a mis en place de bout en bout Salesforce sur d'autres clouds, ou pour des projets field service où là, on est rentré plutôt sur des petits besoins un peu plus spécifiques et grâce à la connaissance field service, on a pu les aider à ce niveau-là. Troisième BU, du coup, c'est la partie Solution AI. En fait, cette BU, c'est une BU de développement dans laquelle on va développer des solutions orientées IA et pour développer l'écosystème Salesforce. J'en parle pas plus. Continuez à me suivre. Vous aurez des nouvelles dans quelques semaines. Non, mais c'est cool parce qu'au final, tu t'es vraiment adapté à tes opportunités, mais tu as une vision quand même future avec justement l'implémentation de cette BU sur la partie IA. Donc, dans tous les cas, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se mettre au bon endroit. Et l'idée, on va dire, la conversation pour la communauté, quoi. C'est important. Ça. Exact. D'ailleurs, effectivement, tu as été experte FSL. Ensuite, tu as effectivement... Enfin, pas que FSL d'ailleurs, parce que aussi Salesforce de manière générale. Mais après, effectivement, tu as monté ton entreprise. Et là, en parallèle, tu as un rôle de speaker. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus dans la communauté Salesforce ? Parce qu'on le voit, il y a énormément de communautés. Certaines se démarquent aussi, je trouve. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce rôle-là aussi, qui est assez challengeant, je trouve, et intéressant. Prenant aussi, parce qu'on rajoute le challenge d'être maman, d'être en freelance.
chance d'avoir une société, d'être femme. Il y en a trop là, il y en a beaucoup trop. Pour l'instant, ça va encore. Alors, t'arrives à dormir la nuit? Oui, pas beaucoup, mais oui. En fait, ce qui se passe, c'est que en tant que speaker, donc ça fait pas si longtemps que ça. Je pense que j'entame ma 2e année en tant que speaker. Et c'est clairement une collègue qui est devenue amie, qui m'a vraiment poussée, avec laquelle j'ai fait mes premiers speeches. Donc c'était en Albanie, où je faisais mes premiers speeches avec elle. Et j'ai pris goût. Et là, je me lance de plus en plus en autonomie vers d'autres événements, que ce soit liés à Salesforce ou même autres. Et votre podcast, donc je suis super contente d'être ici parmi vous. C'est un plaisir aussi pour moi. Et en fait, être speaker, c'est partager. On essaye d'inspirer, en fait, on ne le voit pas vraiment parce que nous, on est nous-mêmes, mais on essaye d'inspirer et puis on essaye aussi de guider. J'aime bien le côté un peu mentorship, dans le sens je suis là pour vous accompagner. Moi, j'ai toujours la porte ouverte, ou j'ai toujours mon LinkedIn ouvert. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent que je ne connais absolument pas. Et j'aime savoir que mes premiers petits conseils ont fait qu'ils ont avancé dans l'écosystème Salesforce. Donc voilà, donc c'est le partage. Être speaker dans l'écosystème Salesforce, c'est vraiment une volonté de partager. Et peut-être un dernier point aussi qui me touche beaucoup, c'est le fait d'être lead de la communauté tunisienne. Donc il y a une Trailblazer communauté qui n'est pas si grande que ça, mais dont je suis très fière, parce que du coup depuis bientôt 3 ans, on fait des événements en Tunisie, on fait connaître Salesforce en Tunisie. Et là, je vois qu'il y a de nouvelles sociétés tunisiennes qui achètent Salesforce. Et pour moi, c'est un vrai waouh, quoi. On est un petit marché, mais qui commence à comprendre l'importance d'avoir Salesforce, d'avoir un CRM robuste et tout l'intérêt de mettre ça en place. Mais moi, sur plusieurs points, du coup, le premier point, c'est que tu vois ton pays avancer d'une certaine manière. Et aussi, ça impacte forcément le travail dans ton pays. Donc, sur 2 points, c'est enrichissant en tant que personne. Entre guillemets, tu sèmes quelques graines et puis hop, quelques mois après, tu vois les petites plantes pousser. Donc, je pense que ça te fait plaisir en tant que personne. Et l'idée, dans tous les cas, dans la vie, c'est toujours d'aider son prochain et c'est comme ça qu'on évolue aussi, quoi. Donc well done. Du coup. Et du coup, parce que c'est vrai qu'au final, tu as quand même fait pas mal de choses. C'est énorme d'un point de vue professionnel. Et puis, tu as ta vie perso où, comme tu disais, tu as 2 enfants, tu as ton mari qui est aussi dans l'écosystème Salesforce. On se dit tout le temps, parce que nous, par exemple, en tant que recruteuse, à chaque fois, on va débattre freelance, CDI, quelles sont les problématiques marché qu'on a dans tel pays, etc. Est-ce que toi, tu débats justement avec ton mari sur des sujets que vous pouvez avoir en commun ou sur des projets que vous avez où vous dites, écoute, moi, par exemple, j'aurais fait de telle manière ou telle manière. Et donc, du coup, c'est intéressant de le partager aussi avec ton conjoint. Comment ça se passe, du coup ? Alors oui, effectivement, on a toute la partie perso, mais également pro qui rentre dans notre quotidien. Donc après, lui, il est plus business analyst dans des marchés comme l'assurance et la banque. Moi, je vais plutôt être dans l'AMOA, project management, plutôt dans l'industrie. Donc effectivement, on va avoir des échanges pas très opérationnels, mais plutôt dans effectivement la façon de traiter le client, de travailler sur nos projets. Donc c'est plutôt high level. Et après, on va plutôt avoir des échanges sur la société. Et là, c'est lui qui s'occupe de toute la partie développement des solutions IA. Et c'est vrai que là, on a beaucoup de discussions sur ah oui, cette idée, elle est géniale, comment on pourrait la mettre en place, quels clients on pourrait solliciter pour qu'ils nous viennent en aide et qu'ils nous donnent des feedbacks pour qu'on l'améliore. Donc effectivement, c'est très sympa. Moi, je suis vraiment une fille Salesforce. En fait, ça fait tellement longtemps que je suis dedans que j'aime vraiment beaucoup cet outil. Et je trouve qu'avoir ce type d'échange est très enrichissant. Ouais, je suis d'accord avec toi parce qu'au final, tu apprends énormément aussi et c'est plutôt quelque chose qui est intéressant même pour l'avenir parce que sur un sujet, une problématique que tu as chez un client, tu vas peut-être te dire ce pourquoi j'ai discuté avec mon mari, ça peut être intéressant de le mettre en place ou de le développer. Donc, c'est une bonne chose aussi. Je trouve ça très, très bien.
Ok. Et puis même en tant que consultant, enfin, c'est important d'être challengé et d'avoir une vision parfois extérieure parce que des fois on a un peu la tête dans le guidon et du coup on perd un peu de clarté, on va dire, sur le projet. Donc non, c'est pas mal. Et moi j'ai une question parce que j'arrête pas. Je veux savoir. Du coup, vous êtes rencontrés sur un projet Salesforce ou pas? La fameuse pas du tout. Oh, je suis déçue. J'aurais voulu avoir ma Salesforce Love Story. Pas du tout. Ah non, du tout. Alors lui aussi est tunisien, du coup on s'est rencontrés à Tunis. Et c'est lui qui m'a rejoint dans ma dynamique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il était dans le marketing précédemment. Et voyant qu'il n'était pas complètement épanoui, je lui ai dit, écoute, regarde combien je suis épanouie, fais une reconversion et suis-moi dans l'écosystème Salesforce. Et du coup, il a fait une reconversion. Et il est épanoui maintenant? Oui. Super. Est-ce qu'il est freelance? Oui. Ah, voilà. Forcément. Ok. Super. Et d'un point de vue organisation, comment vous faites avec la gestion de la société, les enfants, votre vie entre guillemets de couple du coup? Et il y a aussi autre chose, je suis également freelance actuellement. Oui. Donc dans un projet CPQ. Donc ça, c'est aussi la nouveauté. C'est vraiment le côté je m'ennuie pas. Ouais. Je découvre, j'avance. Donc voilà, donc c'est aussi une nouveauté donc qui me fait plaisir. Et donc pour répondre à ta question, en fait, c'est une question d'organisation. Tout est dans l'organisation. Parce qu'effectivement, seul, on ne vaut pas grand-chose. Moi, j'ai toujours été poussée et accompagnée par des personnes plus compétentes sur tel ou tel sujet, qui m'ont guidée, que j'ai écoutée. Encore une fois, c'est vraiment un point de succès très important. Et du coup, grâce à toutes ces personnes-là, j'ai pu être là où je suis actuellement. Et l'organisation, je le dis toujours, c'est l'élément clé de succès. J'ai des enfants, pour moi c'est très important de les accompagner, d'être une vraie maman, ou du moins ce que je considère être une maman pour moi. C'est une responsabilité, Exactement. Très très grande responsabilité. Et du coup, le fait de faire autant de déplacements, finalement qui vont plutôt inspirer des personnes et pas forcément pas pécunier, c'est vraiment un partage. Donc, et tous ces moments-là, je ne les passe pas forcément avec mes enfants. Mais là, je sais que j'ai mon mari qui est là, je sais que j'ai la famille qui est présente, donc ils ne sont jamais seuls. Donc voilà, donc c'est toute une question d'organisation et j'essaie de passer le maximum de temps de qualité avec eux. Quand je suis à la maison, quand je suis à Tunis, je suis avec eux, on dort ensemble, on dîne ensemble, on petit déjeune ensemble. Donc voilà, il y a vraiment tous nos moments. Cette cohésion, elle est quand même là malgré le fait que, ils savent quand même qu'ils peuvent compter sur leur maman. Tout à fait. Et que ce qu'elle fait, c'est pour eux au final. C'est ça. Et puis ils voient une maman qui est successful, donc eux, ils vont peut-être se dire aussi par la suite, sait-on jamais aller sur Salesforce à tout moment. Mais je trouve que c'est aussi inspirant pour eux de voir aussi que leur mère comme leur père se donne à fond et essaye d'être la meilleure version de soi-même par la suite. Exact. Bon, pour l'instant, tout ce qu'ils aiment de Salesforce, c'est les peluches. Ouais, forcément. On en a quelques-unes aussi, mais ouais. Ok. Et si tu devais prendre un peu, on va dire, une petite baguette magique et tu devais revenir sur un peu ton parcours pro, qu'est-ce que tu changerais ou que tu améliorerais, par exemple? Ce que je changerais, c'était toute l'émotion initiale face à des critiques ou à des coups bas. Parce qu'effectivement, on comprend rapidement qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, qu'on a une façon de travailler qui peut déranger. On peut jalouser, malheureusement, c'est une réalité. Et du coup, je sais qu'au départ, j'avais très mal vécu la chose. Je suis assez sensible, beaucoup dans l'empathie, donc je ne comprenais pas pourquoi on m'agressait, je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de méchanceté. Et donc, j'ai très mal vécu des moments comme ça. Et en fait, grâce à l'accompagnement, grâce aussi au recul qu'on a, en fait, on devient de plus en plus factuel. Et moi, j'ai un métier, c'est ça. Je dois rapporter à telle ou telle personne. J'ai des exigences devant moi et du coup, je dois y arriver. Surtout en tant que freelance, on ne fait pas de politique. On est là pour travailler, pour travailler le projet en équipe. Ouais, pour délivrer et pour offrir une solution aux clients qui fonctionne dans la durée. Ouais. Exactement. Donc, quand j'ai compris qu'il fallait être factuel et qu'il fallait être au minimum côté émotion,
là, j'ai pu avancer beaucoup plus sereinement. Et enfin, moi, je tiens à dire ça parce que je viens d'être maman et en fait, c'est exactement ça. Il y a un switch, en fait, quand tu es maman et ta productivité qui change totalement. C'est-à-dire que tu comprends que tu dois faire plus dans un temps qui est encore plus limité et du coup, tu vas que à l'essentiel. Donc, tu oublies, entre guillemets, les détails et l'émotion, tu la mets de côté et en fait, tu avances et tu vas vraiment tout droit. Donc, et ça, quand tu l'appliques au travail, ben, forcément que tu vas être successful, en fait. Et c'est une très grande méthode de succès. Donc, si vous voulez être successful, ayez des enfants. Je suis la prochaine, j'attends. Mais non, c'est sûr. Et du coup, juste par rapport aussi aux femmes de manière générale, que ce soit celles qui veulent aller dans l'industrie, dans le secteur de l'industrie, ou celles qui veulent aller sur FSL, ce serait quoi un peu les conseils que tu leur donnerais du coup Alors, moi, je dirais même pas que pour les femmes. D'ailleurs, parce que pour tout le monde, femmes t'as raison. et hommes, Ouais. parce que je pense, c'est une conviction personnelle. Pour moi, il n'y a pas de différence tant qu'on a la compétence. Oui, ouais. Donc, effectivement, femme ou homme, si vous voulez rentrer dans ce monde-là, montez en compétence, soyez curieux, soyez à l'écoute et essayez d'être accompagné au mieux. Donc, et après, ça roule. Ok. Et ma petite dernière question, ce serait si tu devais revenir en arrière et que tu devais parler à la Sarah du tout début sur Salesforce. La question préférée de Florence. C'est ma question préférée. Si tu devais revenir au tout début de Salesforce, à la Sarah du tout début, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ou qu'est-ce que tu lui dirais de peut-être de changer ou pas de changer, hein, peut-être qu'au contraire, mais qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce que tu lui chuchoterais à l'oreille en quelque sorte? Écoute toutes les opportunités qui viennent à toi. Prends-les, saisissez-les. Et je pense que, ok, Fonce. c'est beau. Intéressant. Et est-ce que tu as des questions pour nous, du coup? Alors moi, oui, j'avais une question pour vous. Où est-ce qu'on en est côté recrutement field service? Parce qu'effectivement, c'est un petit marché de niche. Et du coup, je voulais savoir, en Europe, comment ça se passe? Est-ce que c'est un cloud qui est très développé, qui est très demandé? Voilà, donc j'étais plutôt curieuse. Mais je te laisse je peux répondre sur la partie CDI, après moi je répondrai sur la partie plaisir. En France, je te dirais qu'effectivement, ça commence un petit peu à se développer de plus en plus, où on va recruter effectivement des profils FSL pour certaines forcément entreprises qui en ont besoin. Je dirais qu'il y a quand même une hausse un peu de manière générale. Par contre, effectivement, si je vois un peu le contexte Europe, par exemple, que ce soit la Suisse, le Benelux, l'Allemagne, il y a une vraie montée et une croissance, on va dire, des attentes et de l'utilisation de Salesforce et donc des projets Salesforce pour l'Allemagne qui est à peu près de 30%. Donc, je prends tout dedans. Donc, il y a aussi du FSL forcément. Mais c'est énorme si on compare avec la France qui a eu une croissance à peu près de 4-5%. La Suisse qui était plutôt autour de 9%. Et le Benelux de 12%. Donc nous, on est encore un petit peu en retard, mais on voit quand même qu'il y a une énorme croissance aux États-Unis. Et on le sait, ce qui se passe aux États-Unis arrive toujours après en Europe. Donc forcément, je pense qu'il va y avoir des changements là-dessus. Mais en tout cas, sur la partie CDI, on le constate de plus en plus. Il y a une vraie volonté des entreprises donc, de recruter en CDI et donc d'internaliser des profils aussi FSL. Donc ça commence à se démocratiser. Maintenant, je ne pense pas autant que le freelance, mais effectivement, ça commence. Mais effectivement, c'est un point important ce que tu dis, parce que dans une de mes missions, ils ont internalisé. Donc en fait, nous, on est venus vraiment au début pour mettre en place la solution field service, pour vraiment travailler dessus, faire en sorte qu'elle soit déployée. Et petit à petit, on a passé notre savoir et notre connaissance en interne. Donc c'est vrai que c'est un point qui est très important. Exact. Et je pense que le freelance arrive en amont et ensuite du coup le CDI arrive après sur FSL. C'est exactement ça. Enfin, l'idée c'est ça. Enfin, nous, aujourd'hui on n'a pas 100% de nos besoins qui sont sur FSL. Il y en a quelques-uns, mais généralement c'est ça. On arrive en avance de phase. On participe à tout ce qui est, comme on appelle ça, prise de données, etc. Et ensuite, ensuite le déploiement. Et ensuite c'est forcément passer la main aux équipes internes, parce que l'objectif c'est de maintenir FSL, donc voilà, on donne la connaissance entre guillemets sur la partie freelance au CDI. Après il y a quand même il y a eu des implémentations clés sur FSL ces 2 dernières années. Après c'est toujours chez des grands groupes, des grands acteurs, c'est des grands budgets qui sont quand même utilisés, donc
il y a ce réel désir d'investir et surtout de gagner en efficacité. Enfin, c'est pour ça que Salesforce est là à la base, mais c'est vraiment l'objectif de gagner en efficacité. Donc, FSL arrive justement pour ça, comme tu nous l'as très bien vendu tout à l'heure. Donc, voilà, écoute, merci Sarah pour ton temps. Merci pour ta disponibilité, je n'arrive plus à parler. Et puis, à très vite. Et pour les auditeurs, n'hésitez pas à liker, à commenter effectivement notre vidéo. C'est avec plaisir qu'on va pouvoir effectivement échanger si besoin ou même débattre sur le sujet. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et voilà. Yes, all done. All good.